Lundi 15 juillet, merci de vous informer sur RTI 1. À la une ce soir, l'ouverture de la campagne de vaccination contre le paludisme. Elle intègre désormais le programme national de vaccination, donc la gratuité, et s'adresse aux bébés de 6 à 23 mois dans tous les districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre a procédé à l'ouverture de la campagne. En ligne, tous responsables, la campagne de lutte contre la désinformation et le mauvais usage des médias sociaux a été mise en marche dans les communes de Koumassi et Adjamé. Elle vise à exhorter à l'esprit critique sur les informations, les bons comportements sur les réseaux sociaux et la vigilance face aux informations sur le digital. Nana Kwaku Dié II, le nouveau roi des Baoulés, intronisé ce lundi. Il devient le 14e monarque dans l'ordre de succession. Le nouveau roi a été présenté officiellement aux 39 chefs cantons du V-Baoulé, tribu et village du département de Sakasso. Et puis au Rwanda, les électeurs ont été appelés ce lundi à choisir leur président et leurs députés. Le président Paul Kagame brigue un nouveau mandat. Face à lui, 2 candidats. À Kigali, la capitale, les bureaux de vote ont été très fréquentés. Bienvenue, bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire a intégré dans son programme national de vaccination le vaccin contre le paludisme, une des premières causes de consultation médicale dans le pays. Désormais, les bébés de 6 à 23 mois peuvent se faire vacciner gratuitement dans les districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe a invité les populations à adhérer à cette campagne lors du lancement ce lundi. Franck Wadio. Une dose de vaccin pour ce nourrisson en présence du chef de gouvernement. C'est le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre le paludisme. La place Ahmed Bakayoko Dabobo, pour l'occasion, est investie par les populations. Premier satisfait, les partenaires techniques et financiers, l'OMS, l'Alliance Gavi, l'UNICEF ou encore les États-Unis. Ici en Côte d'Ivoire, à travers le Fonds mondial contre le sida, tuberculose et paludisme et l'initiative présidentielle de lutte contre le paludisme, les États-Unis ont investi plus de 375 millions de dollars de plus pour combattre le paludisme. La décision salutaire du gouvernement de la Côte d'Ivoire d'introduire le vaccin antipaludique dans le programme élargi de vaccination de routine est une preuve de votre engagement que je voudrais saluer ici. La mobilisation des collectivités est donc souhaitée pour une vaccination suivie des enfants de 6 à 23 mois. Au nom de Kandia Kamara, maire d'Abobo, son représentant passe le message. À toute la population, mais surtout aux femmes, il y va, chère maman, de la santé de nos enfants. Problème de santé publique, le paludisme est la cause de 33% de consultations infantiles dans nos hôpitaux. Le ministre de la Santé rappelle la pertinence du choix du gouvernement d'inscrire en priorité la vulgarisation du vaccin contre le paludisme. En vaccinant nos enfants de 6 à 23 mois, nous pouvons les protéger contre les formes graves du paludisme et réduire considérablement les décès associés à cette maladie. Cette introduction se déroulera de façon progressive pour atteindre toutes les régions de notre pays. Cette première phase de vaccination concerne 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Honorables invités, mesdames et messieurs, la vaccination est gratuite dans tous nos établissements publics. Et je dis bien, la vaccination est gratuite. 8 CHR construits depuis 2011, en plus de 11 hôpitaux sanitaires, entre autres infrastructures sanitaires. Le Premier ministre, Robert Begré-Mombe, se félicite aussi de l'acte de ce jour à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui est un grand jour. C'est parce que tout simplement, notre pays va lancer la campagne de vaccination de nos enfants de 6 mois à 23 mois de vaccination contre le paludisme. Un enfant est un don précieux. Nous demandons à nos mamans ici présentes de prendre soin de nos enfants en les conduisant à la vaccination parce que cela leur fera du bien. Ces vaccinations ont déjà commencé au Ghana, au Cameroun, au Burkina Faso, au Kenya, au Malawi, en Sierra Leone. Notre pays aujourd'hui lance cette grande campagne et cela est un très grand bien pour nous tous.
Le vaccin contre le paludisme, notons-le, est disponible dans 38 districts sanitaires, dont Abobo Est et Ouest, Tumodi et Sakassou. Lutte contre le paludisme, lutte contre la dengue également. Face à l'épidémie qui sévit en ce moment à Abidjan, l'Institut national d'hygiène publique démarre une opération de démoustication. Olivier Kra et Jean-Marc Djadji. Sensibiliser l'ensemble des parties prenantes afin de susciter leur engagement dans la lutte contre la prolifération de la dengue. Tel est l'essentiel du message qui ressort de cette opération de démoustication. Depuis un certain temps, nous avons constaté que le nombre de cas de dengue en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan s'élève. Le ministère de la Santé a pris des dispositions pour que les cas de dengue qui sont dépistés dans nos hôpitaux puissent être traités gratuitement par notre système de soins. Sachant que la période de pluie allait être une période de résurgence de cas de dengue, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a donc sillonné un certain nombre de communes dans lesquelles on a trouvé que la densité de moustiques était élevée. Et donc, nous avons engagé des opérations de lutte antivectorielle, notamment la démoustication et aussi la reconnaissance des gîtes dans les foyers pour pouvoir les éliminer. Selon les études réalisées par le ministère de la Santé, 60% des cas proviennent de la commune de Cocody. Occasion pour les riverains de saluer ce projet qui vient contribuer à leur bien-être. Dans ma cité, ici, on a déploré 3 cas. Ils ont aménagé ailleurs. Donc, c'est vraiment à juste raison que cette campagne nous va droit au cœur pour que nous puissions être sérénisés. Cette campagne s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris lors de la dernière opération de démoustication en date du 20 juillet 2023. Cette initiative se déploiera durant 2 semaines dans le district d'Abidjan. Et les populations sont donc invitées au respect des mesures sanitaires. Le 14 juillet, date de l'indépendance de la France, a aussi été célébré en Côte d'Ivoire. Hier dimanche à Abidjan, ils étaient un peu plus de 4000 Français résidant sur le sol ivoirien à prendre part aux festivités à la résidence de l'ambassadeur de France. L'occasion a aussi permis de célébrer les points forts d'une coopération ivoiro-française qui s'enrichit. Alexis Ouedraogo. La communauté française en Côte d'Ivoire, ce sont 25 000 personnes résidant dans le pays. Pour ce 14 juillet, à la résidence de l'ambassade de France, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, était aux côtés du peuple ami, occasion de célébrer l'excellence de la coopération. Avec la France, nous avons une relation confiante qui dure depuis le 7 août 1960. Et notre devoir, sous la direction du président Alassane Ouattara, c'est de faire en sorte que cette amitié perdure et se densifie davantage. Jean-Christophe Béliard se félicite des progrès importants réalisés dans le pays, notamment le succès de la CAN. Aujourd'hui, la soirée du 14 juillet, elle est sur le symbole du sport. La Côte d'Ivoire vient d'organiser une CAN magnifique et la France organise dans maintenant 12 jours les Jeux Olympiques. J'espère que la France réussira les Jeux Olympiques de la même façon que la Côte d'Ivoire a réussi une CAN exceptionnelle en termes d'organisation, mais aussi en termes de résultats. Un bal poussière a enflammé l'ambassade pour célébrer la fraternité entre les deux pays. En politique, le RHDP lance une session de formation pour ses militants. 250 formateurs vont investir les 350 départements politiques que compte le parti. Ce lundi, les formateurs ont reçu leur feuille de route. Ils ont été exhortés à s'impliquer afin que les futures échéances politiques soient favorables pour le RHDP. Moussa Konaté et Vao Richard. Après un renforcement de capacité le 25 juin dernier, les formateurs du RHDP reçoivent leur parchemin. Ils ont ainsi le quitus pour aller à l'assaut des militants de base. Pour gagner une élection, il faut enrôler sur la liste électorale d'abord. Donc nous allons demander à nos militants, d'abord, avec la discipline que nous allons les inculquer, pour aller se faire enrôler. Lors des élections locales et présidentielles, nous assistons à d'énormes pertes au niveau des voix. Nous allons leur apprendre comment bien voter, comment maîtriser le processus électoral. Et donc nous attendons ces formateurs avec impatience, avec
tous les éléments de formation qu'ils viennent de recevoir, je pense que nous serons beaucoup plus efficaces sur le terrain. Des militants bien formés en vue de renforcer l'efficacité du RHDP sur le terrain politique, c'est l'objectif de cette session de formation. Comme une armée, le parti politique a besoin de troupes bien formées, d'un commandement efficace et d'une discipline rigoureuse. Nous devons renforcer nos capacités politiques afin de faire face aux défis importants à relever ensemble. Les modules proposés permettent de renforcer la compréhension de l'idéologie du RHDP, l'importance de la discipline au sein du parti et surtout de s'approprier les acquis de la gouvernance du RHDP depuis 2011. L'équipe des formateurs des militants de base est donc mise en mission ce jour. Pour la haute direction du RHDP, l'enjeu demeure l'échéance électorale de 2025. Octobre 2025, c'est maintenant. Le déploiement de ce programme de formation à l'échelle nationale est pour nous un véritable challenge pour renforcer l'action et l'efficacité de nos coordinations régionales et de nos départements politiques. Notre candidat naturel, le président Alassane Ouattara, compte sur notre détermination et notre efficacité pour faire triompher encore les idéaux de rassemblement, de vivre ensemble, de paix et de développement. Au total, 250 formateurs vont investir les 350 départements politiques que compte le RHDP sur le territoire national. Le mouvement des forces d'avenir dirigé par Anaki Kobenan prépare aussi les futures échéances électorales. Le président du MFA a appelé les partis de l'opposition à coordonner leurs activités. Il a aussi souligné la nécessité d'améliorer le système électoral existant. Souleymane Denisangou. C'est le tout premier point de presse du mouvement des forces d'avenir, MFA, 15 mois avant les présidentielles de 2025. Président du parti, Innocent Anaki Kobenan, formulant des recommandations pour le bon déroulement du processus électoral, lance un appel aux partis politiques de l'opposition. Le plus important est que toutes les forces, que ce soit les partis politiques ou les organisations de la société civile, coordonnent leurs actions, s'unir et regrouper nos efforts pour se consacrer à ces élections de la présidentielle de 2025. C'est une occasion unique pour la Côte d'Ivoire de marquer une rupture et de repartir. Au terme des échanges avec les journalistes, le président du MFA a souligné la nécessité de l'existence d'un cadre d'échange permanent entre acteurs politiques pour relever les défis des prochaines présidentielles. La commission électorale indépendante CEI est aussi dans une période de sensibilisation et d'information. En prélude à la période électorale, la CEI sillonne les 31 régions du pays à la rencontre des populations. Il s'agit de former les leaders de la société civile sur le processus électoral et les mettre en mission pour des élections apaisées et sans violence. Les thématiques traitées au cours de cette séance de travail porte sur le processus électoral, du statut d'électeur au scrutin. La CEI veut voir l'adhésion, le rassemblement de tous les citoyens ivoiriens autour de ces élections. Il faut que chaque citoyen se sente concerné par la matière électorale. À commencer par la révision des listes électorales qui va commencer bientôt, en fin septembre. Et donc nous demandons à tous les citoyens de venir se soumettre à cette révision. Toute élection suscite beaucoup de passion, beaucoup de questions posées et satisfaites. Ils ont dit que les gens ils vont au champ, ils ne votent pas. On va essayer de leur dire prochainement, il n'a qu'à rester au village pour voter. Ce que le superviseur nous a dit, vraiment on va essayer de dire ça à la population. Parce que si on vient te former, tu dois rendre compte. Je résidais à Daloa, je suis maintenant à Boundiali. C'est un devoir pour moi de remettre la liste à jour en me faisant déclarer sur un lieu qui est plus proche de mon lieu d'habitation pour pouvoir prendre part aux élections prochaines en 2025. Nous avons été édifiés sur le processus du contentieux électoral, sur la nécessité d'une élection sans violence. Donc nous devrons vraiment être l'exemple pour la société. Après la Bagoué, la mission dans le district autonome des Savanes s'est achevée à Korogo, dans la région du Poro.
La Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre la désinformation et les mauvais contenus sur les médias sociaux. La campagne en ligne Tous responsables arrive dans les communes de Koumassi et Adjamé. Le ministre de la Communication a procédé au lancement officiel. Jean-Marc Djadji. La campagne de sensibilisation en ligne Tous responsables dépose ses valises dans les communes de Koumassi et d'Adjamé. Ensemble, les acteurs des médias disent « stop aux sorciers numériques ». Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, en tête de délégation, instruit ses populations sur les risques liés à l'utilisation des médias sociaux, les textes réglementaires, les bons comportements à adopter et la vigilance face à la désinformation. Il était important de sensibiliser les usagers, de leur donner la résilience nécessaire pour que non seulement ils ne produisent pas de fausses informations en prenant conscience des risques que cela constitue pour le pays, mais également pour eux-mêmes, parce qu'ils peuvent être poursuivis par la loi. Lancée depuis le lundi 24 juin 2024 par le Premier ministre Begré Mambé, cette sensibilisation est à sa phase pilote et opérationnelle. Cette phase pilote a permis de toucher une vingtaine de villes. Aujourd'hui, nous passons, après avoir tiré les leçons de cette phase pilote, à la généralisation de cette campagne où nous pouvons compter, nous espérons toucher toutes les communes. Le ministère de la Communication prévoit également à l'issue de cette campagne une phase de formation des acteurs dans les communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur suivies de l'installation de clubs de lutte contre les fausses nouvelles. Le programme de vacances de la RTI Variétoscope est à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. À cette étape, 2 groupes en compétition qui ont réussi à arracher leur ticket pour les phases éliminatoires d'Abidjan. Il s'agit de la jeunesse de Korogo et de la nouvelle vision de la Bagoué. Parasorokone Demadongui et bienvenue Kwao. C'est dans une salle des fêtes du centre culturel de Korogo surchauffée que la jeunesse OL de Korogo et la nouvelle vision de la Bagoué ont fait montre de leur savoir-faire en matière de danse. Nous sommes à l'étape de la finale des phases régionales de variétoscope du district des Savanes, au nord de la Côte d'Ivoire. À l'issue des prestations et de la délibération du jury, la jeunesse OL de Korogo a occupé la première place, suivie de la nouvelle vision de la Bagoué. La prestation de ces 2 groupes en compétition qualifiés pour les manches éliminatoires à Abidjan a non seulement séduit le public de Korogo, mais également le député maire de la commune, l'honorable Lassina Ouattara. Je suis content d'être là. Merci à la RTI. Merci à Variétoscope. Merci à la population de Korogo. Variétoscope, vous savez, quand j'étais encore jeune, on pratiquait ici au centre culturel. Donc moi, j'étais un des danseurs. Fils de la région, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a tenu à féliciter la RTI pour ces émissions qui occupent sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. C'est des émissions qui créent aussi donc la cohésion, puisque c'est des jeunes d'horizons divers qui se retrouvent surtout aux phases, je dirais, finales, qui se côtoient et qui apprennent à se connaître. De ce point de vue, je peux dire que Variétoscope aujourd'hui est un des plus grands succès quand on regarde la durée de vie de cette émission-là. Amadou Koulibaly, profitant de l'occasion, a aussi encouragé la jeunesse ivoirienne qui prend part à la plus grande émission des vacances de la RTI à être plus proche de la télévision nationale. C'est demander aux jeunes de s'intéresser à leur pays, à leur culture et à leur télé. Leur télé qui développe donc des programmes à leur attention, des programmes qui permettent donc de les occuper, qui sont certes ludiques, mais qui ont aussi une très forte valeur ajoutée. Donc le brassage et une connaissance plus accrue de leur pays. Après Korogo, prochaine étape pour l'équipe de production, la ville de Méagui, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, dans le district du Bassa-Sandra.
Une délégation américaine de l'université d'Harvard séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Au cœur de cette visite en territoire ivoirien, l'autonomisation et la protection des enfants. La mission américaine a été reçue par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et des partenariats sont en vue. Ismaël Déo et Didier Nguessan. Séance de travail entre les émissaires de l'université américaine Harvard et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Conduite par Mara Bolis, la délégation est entretenue sur la politique ivoirienne d'autonomisation de la femme et celle sur la protection des enfants, ce après une visite terrain en région. J'ai été très inspirée par le travail du président, son Excellence Alassane Ouattara, à travers lui par Madame la ministre, qui rend bien ses directives et ses objectifs, et aussi par cette décision centrale qui est bien répercutée au niveau régional dans la région de Lamé et dans la commune d'Atsopé. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, se réjouit de l'intérêt porté par cette université à la Côte d'Ivoire. Nous sommes contents qu'une grande institution comme celle de Harvard est allée d'elle-même sur le terrain, en région, dans les départements, pour toucher les réalités et revenir convaincus, nous dire que nous travaillons bien et les femmes ivoiriennes se portent bien. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, continue de les garder au centre de sa politique nationale. En plus des réalités touchées par la mission universitaire, cette visite a pour finalité de nouer des partenariats. La réduction des violences faites aux enfants de 46% entre 2016 et 2023 et de 28% sur les violences basées sur le genre sont des arguments qui pourraient sceller l'accord. À Mans, dans la région du Tongpi, la ministre de la Cohésion nationale et de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée apporter le soutien et la compassion du gouvernement aux familles sinistrées suite à 2 événements malheureux. L'accident mortel survenu sur l'axe Mont-Biancouma dans le mois de juin et cette tornade qui a touché plusieurs ménages dans le mois de mars dernier. Chris Diomandé, Jean-Marc Djadji. 200 sacs de riz, 60 cartons composés d'huile et de tomates, 150 nattes, 500 sacs de ciment, 1000 feuilles de tôle et du numéraire. Voici les dons du gouvernement ivoirien pour apporter soutien et réconfort aux familles des victimes d'un accident survenu sur l'axe Mont-Biancouma dans le mois de juin et d'une tornade dans le mois de mars. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers le gouvernement pour sa générosité et son soutien inconditionnel aux populations sinistrées de la région du Tongpi. Les parents me chargent de vous dire de transmettre nos remerciements au président Alassane Ouattara et à tout son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tongpi, réaffirme l'engagement du gouvernement à faire du bien-être des populations sa priorité. Tous les cadres de la région prennent la parole pour dire merci. Et sincèrement merci à un homme qui marque notre pays, qui continue de le marquer, son Excellence Alassane Ouattara. Un homme pour qui nous devons avoir chaque instant des mots de reconnaissance, des mots de gratitude. Mais parce que c'est lui qui nous met en mission. Et malgré les occupations qui sont les siennes, dont nous n'ignorerons pas la profondeur et la portée, ce monsieur est dans les détails. Dès que quelqu'un est victime de quelque chose, il cherche à s'enquérir de la situation de ce dernier. Pour la ministre Belmonte Dogo, cette initiative entre dans le cadre du programme de la Côte d'Ivoire solidaire, si cher au président de la République. Je vais me tourner vers les ménages sinistrés, leur demander d'être solidaires des plus démunis, des plus faibles. Vous aurez tous des vivres. Il faudrait que nous ayons un regard bienveillant et que nous soyons solidaires des plus pauvres parmi nous et solidaires de nos enfants qui sont certes en vacances, mais en septembre doivent reprendre l'école et nous accompagnons le ministère de l'Éducation pour permettre aux zones les plus reculées dans les villages qui ont vu leur école ravagée, dévastée, être reconstruites, être réhabilitées. Plusieurs actions sont prévues en cette année sur l'étendue du territoire national en vue d'apporter assistance aux sinistrés.
Et en se rend en Pays Baoulé, le nouveau roi Nana Kwaku Djet II a été officiellement présenté aux 39 chefs cantons du V-Baoulé. Ces têtes couronnées sont venues faire allégeance et se mettre à la disposition du nouveau souverain. Sa Majesté Nana Kwasi Djet II, par la voix du porte-parole de la cour royale, appelle le peuple baoulé à l'unité et à la cohésion. Soro Corona. Cour royale de Sakassou, par ses gestes de salutation et d'inclinaison, les 35 chefs des cantons du V-Baoulé, les chefs des tribus et les 72 chefs des villages du canton Walebo font allégeance à Sa Majesté Nana Kwaku Djet II, nouveau souverain du peuple baoulé. Nous, chefs de canton du royaume baoulé, déclarons par la présente faire allégeance à Sa Majesté Nana Kwaku Djet II, 14e roi du royaume baoulé. Aussi, faisons-nous le serment ce jour, devant les mânes de nos ancêtres, d'être les fidèles et loyaux porte-cannes dans nos cantons respectifs. Nous invitons les filles et fils du canton Walebo de Sakassou, toutes tendances politiques et religieuses confondues, à ne reconnaître que pour seul roi du royaume baoulé, Sa Majesté Nana Kwaku Djet II. Le 14e roi des Baoulés dans l'ordre de succession, par la voix de son porte-parole, exhorte les chefs des cantons et des tribus de l'accompagner dans sa mission, celle de rassembler les filles et fils du royaume baoulé. Les chefs des cantons, des tribus et de villages s'engagent à soutenir Nana Kwaku Djet II dans sa tâche de promotion des valeurs de paix, de cohésion et d'unité. Nana Kwaku Djet II, qu'il puisse réunir tout le peuple baoulé. C'est tout le souhait, afin que demain ou après-demain, qu'on parle d'une seule voix et non des sons discordants. Aux populations de la région de Gbeke, je dirais que nous soyons solidaires, nous soyons unis autour de ce nouveau roi qui est Nana Kwaku Djet II, le roi des Baoulés. Par cette cérémonie d'allégeance, 36 chefs des cantons sur les 39 que compte le V-Baoulé sont à la disposition du nouveau roi. Sa Majesté Nana Kwaku Djet II a été intronisé nouveau roi des Baoulés le 17 juin dernier dans la pure tradition à Caen. Il succède ainsi à Feu Nana Akwaborin II. Le Conseil national des droits de l'homme forme 318 auditeurs et auditrices en matière de respect, de promotion et de protection des droits de l'homme et de l'enfant. Ces étudiants de l'Université des droits de l'homme ont aussi vu leurs capacités renforcées, comme nous le dit Souleymane Donisangou. Ils reçoivent leur parchemin après avoir reçu une formation sur le fonctionnement de différents systèmes en matière de droits de l'homme et de l'enfant. Sans cacher leur satisfaction, ces auditeurs expriment leur reconnaissance aux initiateurs et réitèrent leur engagement à promouvoir le respect des droits de l'homme. Cette formation a non seulement renforcé nos compétences professionnelles, mais elle a aussi éveillé en nous une conscience accrue de notre rôle de défenseur des droits de l'enfant. Ce parchemin représente bien plus qu'un simple document. Il est le symbole de notre engagement à défendre les droits de l'homme et à œuvrer pour un monde plus juste et équitable. Engagée pour la cause, Namizata Sangare, présidente du Conseil national des droits de l'homme, évalue le chemin parcouru et souligne les enjeux de cette session de formation. Depuis la mise en place le 1er février 2018 de ce programme de formation, à ce jour, 2859 auditeurs et auditrices ont été formés au cours de nos différentes sessions de formation. En plus de ces sessions ordinaires, l'UDDH organise avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers des sessions de formation intensive qui permettent de former des personnes sur des thématiques bien spécifiques en lien avec les droits de l'homme. C'est une initiative que le CNDH encourage. Plus il y a des défenseurs des droits de l'homme, plus les succès seront aussi nombreux en termes de respect et de réalisation des droits de l'homme. Le prochain cycle de l'Université des droits de l'homme accueille déjà les auditeurs de la 14e promotion. L'appel à candidature lancé a permis d'enregistrer plus de 450 dossiers. Les cours débutent ce 12 juillet et prennent fin le 27 novembre prochain. Ils ont eux aussi été formés, des journalistes outillés en matière de construction écologique. Avec le réchauffement climatique, le monde se tourne de plus en plus vers les solutions écologiques. Et dans le domaine de l'habitat, on parle de matériaux écologiques et économiques. Clément Bocco.
Ils sont au total une vingtaine de journalistes à prendre part à cette immersion dans le monde de la construction avec le BTCS, bloc de terre comprimé et stabilisé. 2 heures de partage durant lesquelles les participants ont montré leur intérêt pour ce matériau dont les potentialités restent encore méconnues du grand public. Marina Martial Nobut totalise 14 années d'expérience dans le monde du BTCS et positionne le BTCS comme un moyen écologique et économique pour l'habitat. Pourquoi la population doit se tourner vers ces matériaux? D'abord, le BTCS est un matériel local qui permet de pouvoir préserver notre environnement, donc écologique, car la production de ces blocs évite la pollution, donc moins de dégagement de CO2, de gaz carbonique. Le deuxième avantage, c'est le coût. Vous avez 30% ou même 20% de réduction sur les grosses œuvres. À l'intérieur de ces maisons, vous économisez jusqu'à 80% d'énergie. Un autre avantage, c'est l'isophonie. Les sons sont isolés. Vous pouvez bien dormir parce que vous n'entendrez pas le bruit des voisins. L'autre avantage, c'est le côté sécuritaire. Les balles ne peuvent pas traverser ce type de logement, donc anti-balistique. En cas de tremblement de terre, ces maisons sont plus résistantes. Et il y a le coupe-feu. Avec le BTC, l'incendie est circonscrit, donc il se comporte comme un coupe-feu. Toutes ces informations ont permis aux journalistes de comprendre l'importance de vulgariser un tel matériau qui permettra à coup sûr aux classes moyennes d'acquérir un logement à la dimension de leur bourse. On parle également de changement climatique qui a aussi des implications sécuritaires. Ce sujet réunit à Abidjan les experts du domaine. Ils sont venus de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du continent américain. Pendant 3 jours, ils vont plancher sur les mécanismes à mettre en place pour mieux gérer les questions d'adaptation et d'atténuation liées aux effets néfastes des changements climatiques. Grâce Kando. Une vingtaine de pays représentés à Abidjan pour plancher sur des réponses stratégiques aux risques de sécurité liés au climat. La rencontre réunit de hauts représentants des armées africaines, de diplomates ainsi que des institutions internationales, ce dans le cadre d'un symposium. Le travail qui sera fait ici sera très important. Il y a une possibilité pour les organisations de défense de surmonter ces difficultés et aussi pour être en partenariat avec des agences civiles pour faire face à ces défis. Ce symposium sur les implications sécuritaires du changement climatique est une initiative du commandement des États-Unis pour l'Afrique en partenariat avec les forces armées de Côte d'Ivoire. Au niveau mondial aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience pour voir concrètement quelles sont les actions qui peuvent être menées en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité pour aller au secours des populations quand il y a des inondations, quand il y a des sécheresses, il y a des déplacements de population, il y a l'insécurité alimentaire et tout cela peut venir aggraver les problèmes sécuritaires. C'est échanger, de voir tout ce qu'il y a comme disposition, coopération, pour faire face à ces situations. C'est pour nous l'occasion d'être avec nos partenaires pour travailler ensemble, pour identifier les actions concrètes. Les États-Unis ont initié des investissements historiques chez nous pour limiter nos émissions domestiquement et aussi d'encourager le financement dans le secteur climatique. Et nous devons avoir des actions coordonnées qui peuvent être durables pour l'avenir. Au thème de cette rencontre qui dure 3 jours, plusieurs recommandations seront faites par les participants en vue d'une lutte efficace contre les changements climatiques. Dans l'actualité internationale, le vote ce 15 juillet au Rwanda. Les électeurs sont appelés à choisir le président et les députés. Le président Paul Kagame brigue un nouveau mandat. Face à lui, 2 candidats, le député du Parti vert démocratique Frank Habineza et l'indépendant Philippe Paimana. À Kigali, la capitale, les bureaux de vote ont été très fréquentés dès l'ouverture ce matin.
Et puis aux États-Unis d'Amérique, la procédure contre l'ancien président Donald Trump pour détention illégale de documents classifiés à l'issue de son mandat en janvier 2021 a été annulée. C'est une nouvelle victoire judiciaire pour celui qui a été le 45e président américain. La juge a fait droit à une demande des avocats de Donald Trump en annulant tout simplement la procédure instruite en Floride, dans le sud-est américain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Les équipes techniques et rédactionnelles dirigées par Hugues Hervé Blé se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. À demain.